Les muscles. Bonsoir Pierre-Antoine Donnet, vous êtes ancien correspondant de l'AFP à Pékin, auteur de Chine, le grand prédateur, un défi pour la planète, c'est aux éditions de l'Aube. Comment vous interprétez, vous, ces manœuvres musclées en ce moment des Chinois qui n'ont pas hésité à faire passer des missiles au-dessus de Taïwan, qui bloquent plus ou moins tout le trafic maritime de la région parce que quand on fait des manœuvres militaires autour, c'est pas évident. Comment vous voyez ça ? Écoutez, c'est assez simple. Face à cette surenchère, le président chinois Xi Jinping devait faire quelque chose. Il en allait de sa crédibilité à quelques mois du 20e congrès du Parti communiste. Alors, que pouvait-il faire? Pas grand-chose en vérité. Il pouvait, comme le disait, moi, ce que je le dis franchement, l'ambassadeur de Taïwan à Paris, M. François Wu, eh bien, la Chine montrait ses muscles. Mais ça n'ira pas très loin. Et évidemment, la Chine n'a aucune envie d'envahir Taïwan. Ceci pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'armée populaire de libération, si elle osait déclarer cette guerre et tenter d'envahir Taïwan, eh bien, elle perdrait. Et ça, c'est maintenant une quasi-certitude. Taïwan aurait aussitôt les États-Unis à ses côtés? Mais elle aurait non seulement les États-Unis, mais elle aurait aussi le Japon. La Corée du Sud, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle fait face à la Corée du Nord. Et pour la Corée du Sud, le drame qui pourrait survenir, c'est que si le régime nord-coréen s'effondrait, la Chine prendrait certainement cette disposition pour être présente en Corée du Nord. Et là, ça changerait la donne pour la Corée du Sud. Mais allons plus loin. Au-delà du Japon, il y a aussi l'Australie. Il y a également l'Inde. Donc, tout ça pour dire que les autorités chinoises, depuis maintenant déjà des années, se sentent encerclées. Et cet encerclement se traduit aussi par le fait que Taïwan est en train de grimper très fort sur les écrans radars, partout, en tout cas en Occident, mais pas seulement. Et donc attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on se fait un film là, quand on voit on imagine les soldats chinois débarquer sur les côtes de Taïwan. C'est ridicule, ça n'arrivera pas, en tout cas pas pour l'instant. Ah ben ça n'aura pas lieu. Et plus le temps passe, moins ce sera le cas. Parce que en face, l'armée taïwanaise, certes, elle est bien minoritaire face à l'armée populaire de libération, mais l'armée taïwanaise, ça fait déjà plusieurs décennies qu'elle se prépare. Et l'expérience de la guerre en Ukraine a été pour cette armée taïwanaise riche en enseignements. Donc ces préparatifs se font d'autant plus rapides et constants ces derniers mois. Restez voilà avec nous. Oui, restez oui. avec nous. C'est votre opinion aussi, Gallagher? Pardon. Sur le fait qu'en fait, la Chine n'envahira pas de sitôt Taïwan, que c'est même peu dépassé maintenant. Ma réaction en écoutant cela, si vous voulez, c'est que je suis en train de me demander si effectivement, je disais tout à l'heure que dans les grands moments de l'histoire avec un grand H, il y a souvent la finesse d'un papier de cigarette qui sépare la vision géniale du désastre. Le désastre, ce serait bien évidemment qu'après le départ de Nancy Pelosi, on ait la transformation d'une zone hautement volatile en brasier. Mais la vision géniale, ce serait que ce voyage, ce déplacement, ces quelques heures passées sur cet archipel, fassent éclater au grand jour, si vous voulez, peut-être la faiblesse, effectivement, militairement parlant, de cette Chine que l'on craint tellement. Donc, l'avenir... 1,4 milliard habitants, quand même. Oui, mais ce que l'expérience russe nous apprend, c'est que la masse, ça n'est pas tout. Il faut la qualité, il faut le commandement, et il faut l'aptitude à la manœuvre, il faut l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à faire fonctionner ensemble les forces navales, terrestres et aériennes. Et tout cela, il y a quand même un grand point d'interrogation. Maintenant, il faut effectivement espérer que derrière cette visite, nous n'assistions pas, comme le disait Laurence, à un dérapage qui serait absolument catastrophique. Ça peut venir d'un tir chinois, ça peut aussi venir d'une mauvaise interprétation de la part de Taïwan, dont il faut à l'heure actuelle quand même saluer les nerfs d'acier,
par rapport à ce qui est en train de se passer à 130 km de leur côte, de l'autre côté du détroit. Donc il y a quand même cette ambivalence et puis cette question à laquelle il est difficile de répondre de manière définitive, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait vraiment, en ce moment, faire éclater à nouveau au grand jour la très haute tension dans cette zone? Pelosi n'aurait pas dû y aller? Alors, moi, je m'interroge, si vous voulez, sur la pertinence calendaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait y aller maintenant? Et d'un autre côté, il va de soi qu'on ne choisit pas une date ou un jour pour affirmer des principes démocratiques, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de pouvoir les affirmer tout le temps. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ici? Et c'était un voyage qui était déjà prévu rapidement et il faut toujours insister là-dessus. Il devait avoir lieu en avril dernier. Nancy Pelosi a eu la Covid et donc c'est un voyage qui a été reporté. C'est un voyage qui était tellement sensible que la date, je pense qu'elle n'a pas décidé la semaine dernière, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je prends mon avion, je vais en Ukraine. C'est un voyage qui a vraiment été préparé de longue date et à mon avis, ça montre encore une fois, et on voit bien l'opinion publique américaine, que les Américains sont attachés à faire ce qu'ils veulent pour montrer qu'ils peuvent aller dans une démocratie. Sergueï. Ils sont beaucoup plus nuancés, les Américains, finalement, parce que, par exemple, pour la même période, aujourd'hui ou hier, ils auraient dû avoir les tests de Minuteman Free pour le tester. Ils l'ont annulé. Ils l'ont annulé, ils ont préféré annuler parce qu'ils se sont dit ça rajoutera vraiment là, si on faisait ça. Même si ce test était prévu des mois en avance, c'était déjà le deuxième test annulé parce qu'il y avait aussi un test annulé pendant la guerre de l'Ukraine. Et donc, en fait, ils savent aussi prendre les précautions. Alors, personnellement, je voudrais simplement 2 secondes dire quand même que là, elle fait une erreur, Nancy Pelosi. Oui, mais... rejoint... Non, l'erreur qu'elle fait, c'est sur la frontière entre la visite éventuellement dans la zone démilitarisée. Pour l'instant, il n'est pas là pour l'instant. Attendons. Ils sont quand même en train de dire qu'elle va y aller. Et si elle fait ça, c'est une erreur. Bon, après, je vous fais écouter le porte-parole de la Maison-Blanche qui vient de parler, là, il vient de s'exprimer. Écoutez ce qu'il dit. Nous nous répétons à chaque fois car notre position a toujours été la même. Nous avons dit que nous nous opposions à tout changement unilatéral du statu quo de chaque côté. Nous avons aussi dit que nous ne soutenions pas l'indépendance de Taïwan et que nous comptions sur une résolution pacifique des désaccords. Nous maintenons les communications avec Pékin. Le président Biden a dit à Xi Jinping que la visite de Nancy Pelosi était en cohérence avec notre politique vis-à-vis de la Chine, qu'elle avait le droit de se rendre à Taïwan et qu'elle n'était pas la première représentante à le faire. Bon, Sergueï, c'est quand même plutôt mesuré ce qu'on entend. C'est très mesuré. Ouais. C'est très mesuré. Et comme ça, il a contenté tout le monde. Il a dit, nous parlons avec la Chine, nous ne reconnaissons pas l'indépendance de Taïwan, Nancy Pelosi n'aurait pas dû y aller, mais en même temps, on soutient Taïwan, etc., etc. Donc en fait, il a contenté tout le monde. Ouais. En revanche, il y a un truc sur... moi, ce qui me rassure, en fait, dans cette histoire, c'est que, bien évidemment, tout ce qui est l'armée de terre en Chine, c'est vraiment de n'importe quoi. Hein, parce que là, ils ont fait défiler les chars, ils ont fait défiler les troupes, c'est de la poudre aux yeux, parce que bien évidemment, il y a 130 ou 180 km de mer qui séparent l'île de Taïwan du continent. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas l'armée de terre qui va faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est du pipeau. Par-delà, quand même, tous ces exercices militaires, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? C'est qu'on assiste, Kadi, à une sorte de blocus maritime qui ne veut pas dire son nom. Absolument, hein, c'est ce que les médias taïwanais disent. Hein, cette situation équivaut à une forme de blocus de 3 jours sur l'île par voie maritime, par voie aérienne. Des exercices qui, on le rappelle, vont durer jusqu'à dimanche. L'île de Taïwan, elle est encerclée par, on le voit sur cette carte, 6 zones de manœuvre militaires, 18 couloirs aériens internationaux et 7 ports sont impactés. Alors pendant ces 3 jours, les ports taïwanais, évidemment, vont être paralysés. Hein, Damien, le problème, c'est que cette zone autour de Taïwan, c'est un haut lieu du commerce international. Il y a énormément de bateaux, notamment qui transitent quotidiennement. Selon les experts, ces manœuvres militaires seront un tournant et ça s'apparente effectivement à une espèce de blocus qui pourrait se répéter. Certains craignent d'ailleurs qu'il s'agisse en fait de... Beaucoup la Chine. Donc c'est juste une question d'orgueil ? C'est beaucoup la Chine. Donc c'est juste une question d'orgueil ? Qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'y voir plus clair avec Thomas Jariot.
Cela ressemble à une bobine de film. À l'intérieur, pas de pellicule, mais de minuscules composants électroniques, appelés semi-conducteurs. Ils sont indispensables à l'assemblage des cartes électroniques que cette PME au nord de Chartres vend à des constructeurs d'avions, de voitures ou d'immeubles. C'est notre matière première en fait. Sans semi-conducteurs, on ne fera plus de cartes, non. Une pénurie de cette précieuse matière première, cela voudrait dire des lignes de production à l'arrêt et des salariés au chômage technique. Un scénario catastrophe que ce patron redoute, car tout son stock ou presque vient de la même entreprise taïwanaise. Qui produit entre 50 et 90% du marché sur certains composants, donc notamment celui-là. Alors comme beaucoup, il suit au jour le jour ce qui se passe à l'autre bout du monde, à Taïwan, dans cette île qui concentre 60% de la production mondiale de semi-conducteurs. Pour l'instant, les usines ultramodernes du pays tournent normalement, mais comment exporter en France et dans le monde quand la deuxième puissance mondiale a décidé de vous asphyxier? Regardez cette carte. En rouge, les 6 zones tout autour de l'île que la Chine a décidé d'occuper pour procéder à des manœuvres militaires. Un coup de pression pour décourager la sortie des supercontainers et perturber le commerce. La consommation mondiale dépend des semi-conducteurs et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et donc le problème, c'est qu'on ne sait pas demain ce qui va se passer. Un trafic maritime paralysé, plus de semi-conducteurs disponibles, le monde l'a déjà connu pendant le Covid. Les conséquences s'étaient faites sentir tout autour de la planète, avec des usines à l'arrêt, surtout dans l'automobile. Si les tensions entre la Chine, les États-Unis et Taïwan ne s'apaisent pas, notre économie pourrait vivre un douloureux retour en arrière. Voilà, conséquences considérables pour le monde entier et notamment pour la France. À propos de la France, une réaction politique, on n'en a trouvé qu'une. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La scène internationale m'afflige. Quel est le sens de la visite de Pelosi sur place? Une provocation des États-Unis à Taïwan ». Étonnant comme réaction là. Bah non, pas du tout. De la part de Mélenchon, bah non. Qui critique une démocratie là. Il critique les États-Unis. Il critique les États-Unis. Il critique les États-Unis, qui est le grand ennemi de classe pour les partis communistes et les partis de gauche. Donc là, je ne suis pas étonné du tout. À la limite, s'il avait dit « Bravo Nancy Pelosi, vous avez provoqué les Chinois », là, ça m'aurait étonné. Mais ce qu'il a dit, c'est complètement, ça rentre complètement dans la ligne de parti. Alors, la nouveauté, c'est que ces missiles chinois ont atteint la zone économique du Japon. Regardez ce que dit ce soir le ministre japonais de la Défense. Évidemment, les Japonais sont furieux. 5 des 9 missiles balistiques tirés sur la Chine sont suspectés d'avoir atteint cette zone du Japon. Le Japon a déposé une protestation auprès de la Chine par la voie diplomatique. C'est un grave problème qui affecte notre sécurité nationale et celle de nos citoyens. Pourquoi les Chinois vont jusque-là, jusqu'à provoquer les Japonais? C'est un double message qui est évidemment adressé à l'endroit du Japon, qui fait partie de cette coalition qui émergerait très vraisemblablement pour se positionner aux côtés de Taïwan si cette dernière venait à être attaquée par la Chine. Mais c'est aussi un message adressé, une fois de plus, au pays qui a sa base la plus proche de Taïwan, là-bas, à Okinawa. Les Américains, une dizaine de bases dans le sud de cet archipel. Et c'est, encore une fois, une manière de faire d'une pierre deux coups. On s'adresse aux Américains qui sont là-bas et aux Japonais aussi, avec le même message qui est adressé à l'ensemble de la communauté internationale. Il risquerait de se positionner aux côtés de Taïwan. Et qu'a dit ce même ministre de la Défense, il appelle les Chinois à tout arrêter là. Oui, effectivement, les manœuvres militaires chinoises ont eu un écho effectivement important au Japon, puisque certaines de ces manœuvres se sont déroulées dans des eaux qui chevauchent sa zone économique exclusive. Plusieurs missiles chinois sont tombés pour la première fois dans cette zone japonaise. Effectivement, le ministre de la Défense, Nobuo Kishi, a appelé son voisin chinois à l'arrêt immédiat de ces exercices militaires autour de Taïwan. On vient de le dire, 5 de ces 9 missiles sont suspectés d'avoir atterri dans cette zone. Le Japon donc a déposé une protestation, on vient de le voir. C'est un problème qui affecte notre sécurité nationale, celle de nos concitoyens. Vous le disiez, cette menace est particulièrement ressentie au Japon en raison de la proximité géographique des deux pays. Regardez sur cette carte, Yonaguni, la dernière île du sud-ouest de l'archipel d'Okinawa, c'est seulement à une centaine de kilomètres, 111 kilomètres précisément de Taïwan. Les conséquences géostratégiques entraîneraient peut-être une invasion chinoise de ce territoire. Alors, les manœuvres chinoises ne doivent se terminer que dimanche midi,
heure locale. Il faut savoir que ces deux voisins, ils entretiennent des liens diplomatiques et commerciaux très étroits, mais la réaction de Tokyo reste parfois très très floue. Si Taipei était assailli. Petit rappel historique, à la proximité géographique et aux enjeux géostratégiques s'ajoutent les liens étroits entre Taipei et Tokyo. Il faut se rappeler que la population de l'île, qui a été annexée par le Japon en 1895, et durant 50 ans, on le voit sur cette carte, puisque la Chine va récupérer Taïwan en 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, après la défaite du Japon, Damien. Pierre-Antoine Donnet, merci Kadi, vous êtes toujours avec nous. La Chine a tout intérêt à entraîner le Japon dans cette affaire ? Écoutez, d'abord, je voudrais ouvrir une parenthèse qui sera très courte. Du côté des Américains, il y a deux niveaux de langage. Il y a celui du Congrès américain avec Nancy Pelosi et il y a celui de l'administration Biden. Sur le fond, Nancy Pelosi et Joe Biden sont tout à fait d'accord. Simplement, en tant que président des États-Unis, Joe Biden doit mesurer ses propos. Et c'est pour ça qu'il y a ce dialogue avec Xi Jinping qui continue. Alors maintenant, s'agissant des questions économiques et du Japon, tout à l'heure, Gallagher l'a dit très bien, s'il y avait une tentative d'invasion de Taïwan, l'ancien Premier ministre japonais l'a bien dit il y a 1 an. Une attaque contre Taïwan serait une attaque contre le Japon. Et ces propos tout à fait révélateurs de l'état d'esprit au gouvernement japonais montrent bien ce qui se passerait s'il y avait conflit. Et pourquoi ? Tout simplement, là aussi je rejoins ce que disait Gallagher, c'est que les missiles chinois ne prendraient pas tout de suite pour cible Taïwan, ils prendraient pour cible les bases américaines au Japon, notamment à Okinawa, mais en fait il y a une 50aine de bases américaines sur le sol japonais. Donc voilà pour le Japon. Non mais attendez, là vous dites voilà pour le Japon, là on est dans une espèce de guerre mondiale qui ne dit pas son nom là. Oui certes, mais vous savez là aussi le narratif japonais est assez prudent sur la forme, mais sur le fond la volonté du gouvernement japonais est absolument inébranlable. S'il y avait conflit, le Japon se rangerait aux côtés des États-Unis. Bien entendu, il n'y aurait pas de soldats japonais qui vont débarquer à Taïwan pour défendre Taïwan, ça c'est absolument impensable. Mais en revanche, et ça c'est très important, les Japonais offriraient à la 7e flotte américaine un soutien logistique qui est très important. Parce que la flotte japonaise dans la région est très performante, parce que les stations radars sont également très importantes, parce que sur le plan technologique, le Japon est en mesure d'assurer une couverture de cette zone. Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet d'avoir été avec nous ce soir. Tenez, nouveau pavé dans la mare au moment où nous parlons, décidément. Mais il y a encore non mais attendez, parce que l'actualité elle continue. Nancy Pelosi hier à Taïwan, regardez ces images, elle est où là ? Elle est dans la frontière des deux Corées, entre la Corée du Nord